Bonjour, aujourd'hui on continue la présentation du premier chapitre qu'on a déjà démarré ensemble en classe. Juste pour rappel, on a entamé le point de l'apparition et l'évolution de l'Internet, l'interconnexion des réseaux et les modes de commutation qui existent dans le domaine de communication. Dans ce cours, on va voir les différentes composantes d'un réseau. Parmi les composantes d'un réseau, on cite le répéteur qui est un amplificateur de signal qui interagit au niveau physique d'un réseau. À cause de l'affaiblissement du signal transmis à travers les câbles de transmission, il est important de l'amplifier pour le prolonger et pour qu'il atteigne sa destination. Aussi, le répéteur est considéré comme un connecteur car il permet la liaison de deux réseaux. Un deuxième élément du réseau est le concentrateur ou hub en anglais. Il joue le rôle d'un diffuseur de signal. Il est composé principalement d'une entrée et de plusieurs ports en sortie. Le nombre de sorties peut varier entre 4, 8, 16, 32, 64 ou plus. Le hub peut ou non amplifier le signal en entrée et le diffuse vers les différents ports de sortie. Les hubs qui amplifient le signal d'entrée sont appelés hubs actifs en analogie avec les hubs passifs. Le troisième équipement qu'on peut avoir dans un réseau est le switch. Il contient un port d'entrée de signal et d'un nombre de ports de sortie comme dans le cas des hubs. Le rôle de switch est d'aiguiller le signal en entrée vers le bon destinataire en utilisant son adresse IP. Le routage est un autre élément important des réseaux. Il assure le routage des données pour atteindre leur destination. Différents réseaux peuvent être connectés via des routeurs qui utilisent différents protocoles de routage. Ces protocoles sont le moyen pour déterminer le meilleur chemin vers la destination, par exemple le protocole RIP et OSPF. Les routeurs agissent sur la couche réseau du modèle OSI. Un pont peut lier ensemble un petit nombre de réseaux. Il fonctionne au niveau physique et au niveau de liaison de données du modèle OSI. D'un côté, il permet de conserver les trames destinées au réseau local en ne les laissant pas sortir vers l'extérieur. Et de l'autre côté, il laisse sortir les trames destinées à l'extérieur du réseau et ne laisse entrer les trames que si leur adresse de destinataire existe derrière le pont. La passerelle permet l'interconnexion des réseaux même s'ils sont hétérogènes, c'est-à-dire de modèles et de protocoles de communication différents. En fait, la passerelle masque cette hétérogénéité et interagit sur toutes les couches du modèle ISO. Il peut toucher la partie matérielle comme la partie logicielle. De plus, la passerelle peut même être une station de travail qui traite la communication entre les différents réseaux avec lesquels elle est connectée. Maintenant, on va voir les supports de transmission de signal de communication. Le câble coaxial est le support le plus basique de transmission. Il est composé d'une partie centrale en cuivre appelée âme. De plus, un isolant en plastique pour amortir les chocs. Il est aussi composé d'un autre isolant métallique contre les interférences et enfin une gaine extérieure pour protéger le tout contre les conditions climatiques et les petits chocs que le support peut subir. Le deuxième type de support de transmission est basé sur les paires torsadées. Le premier exemple, qui est le UTF, est composé de 4 paires torsadées entourées par une gaine. L'utilisation de paires torsadées est due essentiellement à leur capacité de réduire les interférences. Dans le deuxième exemple, on cite le support FTP, qui est semblable à l'UTP à l'exception d'un écrantage en aluminium qui entoure tous les paires torsadées. Cet écrantage permet à son tour de réduire plus d'interférences. De même, le câble de type STP est composé de 4 paires torsadées entourées chacun par un écrantage. Cette façon de faire permet d'isoler chaque paire des autres et de réduire les interférences les uns par rapport aux autres. Le dernier type des câbles torsadés est celui appelé FFTP. Il ressemble au câble STP mais il ajoute un écrantage global pour tous les paires torsadées. Comme ça, il assure la protection des interférences interpaires torsadées aussi de l'extérieur. Cette manière de protection de câble est la plus fiable, mais le choix d'utiliser tel ou tel câble reste à étudier en fonction de l'environnement de son utilisation, s'il existe beaucoup d'interférences ou non. Un deuxième type de support de transmission est celui basé sur la fibre optique. Elle se base sur la technologie de transmission de signaux lumineux. On distingue deux grands types de fibres, les fibres multimodes et les fibres monomodes. Les fibres multimodes sont des fibres utilisées pour des applications bas de gamme, sur des courtes distances, tandis que les fibres monomodes sont surtout utilisées pour les applications télécom et donc sur les longues distances.
L'avantage d'utiliser la fibre optique est que la distance de transmission est en termes de milliers de mètres, à l'inverse des câbles en cuivre qui s'étalent sur des centaines de mètres sitôt, ce qui nécessite l'utilisation de repeaters pour la régénération du signal affaibli. Le deuxième avantage d'utiliser la fibre optique est la largeur de la bande passante. Elle est super importante avec le type monomode. On a aussi l'avantage que les fibres optiques ne sont pas sensibles aux perturbations électromagnétiques. Ils ont une vitesse de transmission 100 fois plus grande que les câbles en cuivre. Cependant, sur le point résistance et solidité, les fibres optiques sont plus faciles à se faire casser si elles sont trop pliées ou si elles subissent un choc. Une fibre optique peut être monomode ou multimode, suivant le nombre de modes qu'elle accepte de propager. La fibre multimode est distinguée par un cœur de grand diamètre et permet le passage de plusieurs longueurs d'onde lumineuses. Elle est utilisée sur des courtes distances. Tandis que la fibre monomode ne permet qu'un seul mode de propagation dans lequel la lumière est réalignée vers le centre au lieu de rebondir sur son bord, comme dans le cas de la fibre multimode. Ce type de fibre optique est utilisé sur des longues distances. Un autre support de transmission est celui sans fil. Dans un premier lieu, on cite la connexion par satellite. Elle permet de diffuser les résultats d'une requête vers un client en utilisant une connexion sans fil. Une connexion satellitaire repose sur trois éléments stratégiques. Une station terrestre reliée au réseau terrestre de télécommunications, un satellite en orbite géostationnaire, une parabole bien orientée installée chez le client. Le client transmet sa requête via le réseau téléphonique vers l'opérateur Internet par satellite. Par la suite, l'opérateur récupère le résultat de la requête et la transmet au satellite. Ce dernier diffuse le résultat de la requête sur toute sa zone de couverture et seul l'ordinateur en question reçoit le résultat de la requête. Le dernier support de transmission sur lequel on va parler est inclus dans le type de transmission sans fil et qui est le Wi-Fi. Il permet de relier un ensemble d'ordinateurs géographiquement séparés par des courtes distances à l'échelle de dizaines de mètres. Le Wi-Fi est utilisé pour la création de réseaux LAN de haut débit ou de débit acceptable. Il existe plusieurs normes de Wi-Fi qui se distinguent par leur débit de transmission et de leur portée. La norme 802.11n est la plus évoluée en permettant un débit théorique qui atteint les 600 mégabits par seconde sur un rayon proche de 100 mètres.